salue des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. On prend de la hauteur et on se la joue quasimodo dans les tours d'un emblème français, la cathédrale Notre-Dame. Du Grand Ouest à Paris, le duo de designers Joran Briand et Arnaud Berthereau apporte leur French touch au monde du design. Architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, Le Corbusier a laissé son empreinte dans la capitale. On l'a suivi à la trace. Le papier n'est pas qu'un support d'écriture, il prend des airs de sculpture aérienne dans les mains de Sandrine Baudin. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Pour éviter l'effet voile de bateau, le chimiseur a une belle idée. C'est sur le net que ça se passe. On y choisit le tissu qui nous plaît, puis on rentre ses mesures du col au cintrage, en passant par la longueur des manches et bien d'autres. Et comme chez les Français, tout est dans le détail, on personnalise de la poche aux initiales brodées, so chic. Dans les années 60, le créateur visionnaire André Courrèges a un éclair de génie. En plus de raccourcir les jupes des filles, il les évase pour leur permettre de mener une vie à 100 à l'heure, sans devoir marcher genoux collés à petits pas pressés. Depuis ce temps-là, les jupes et robes n'ont pas fini d'évoluer pour habiller les jeunes filles sages, mais aussi les plus rebelles d'entre elles. Quand Pierre Sauvage a repris Casa Lopez, spécialiste des tapis d'Occident et d'accessoires de maison, il a insufflé un vent nouveau que l'on retrouve dans ses intérieurs. Dans cet ouvrage, il nous ouvre les portes de ses différentes propriétés à la décoration inspirante, entre trésors chinés et objets de famille. Un véritable voyage à travers le monde et les époques. On se la joue sorcière du XXIe siècle avec les bouillons chics des plantes. Ici, pas de soupe insipide ni d'effusion marketing. On remet la plante au cœur du produit pour des infusions aux mille et une vertus. Sachet biodégradable et compostable, ça donne envie de se mettre au vert et de se blottir sous un plaid. Vous voulez vous la jouer Esmeralda des temps modernes? Rendez-vous dans les coulisses de Notre-Dame, l'incontournable parisienne. Emblématique cathédrale, Notre-Dame de Paris trône fièrement sur l'île de la Cité depuis le XIIe siècle. Mais avant de découvrir la charpente, de passer par la plus petite des portes pour aller voir sonner les cloches et de grimper tout en haut pour admirer une jolie vue de Paris sous le soleil, Michel Picot, notre guide, nous raconte l'histoire de cette cathédrale gothique et nous délecte de petites anecdotes croustillantes qui s'y sont déroulées au fil des siècles. C'est une cathédrale du premier âge gothique qui a été vraiment construite en un siècle pratiquement entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et qui en fait a été une des premières cathédrales avec ce type d'élévation et d'ouverture, de vitraux, mais aussi en contrepartie d'arcs-boutants et qui permettent effectivement d'avoir cette élévation. Et vous vous en doutez bien, les alentours de la cathédrale étaient un peu différents au XIIe siècle. C'était au centre de la cité, puisque Paris était en fait sur l'île de la Cité. Il n'y avait pas le grand parvis que vous voyez aujourd'hui. C'était vraiment une cathédrale qui était le centre de la ville et avec toutes les maisons qui s'agglutinaient autour. Et c'est dans cette cathédrale, plus précisément dans le chœur, que Napoléon Bonaparte s'est fait couronner, ou plutôt s'est auto-couronné. Sacré Napoléon! C'est ici que Napoléon, en décembre 1804, a été couronné et a couronné aussi son épouse. Et ce qui est un peu piquant, c'est qu'en réalité, c'est Napoléon lui-même qui, ici même, s'est couronné, a couronné son épouse en présence du pape, mais c'est lui qui, en fait, a procédé au couronnement. Que diriez-vous maintenant d'aller faire un tour dans les endroits secrets de la cathédrale? Rendez-vous derrière l'édifice, dans le cimetière de pierre, un endroit très cher à Michel, car très précieux pour la restauration. C'est en fait tous les blocs de pierre qui viennent de la cathédrale et qui soit sont tombés, soit ont été déposés parce qu'ils risquaient de tomber. Et donc certains seront peut-être remontés, mais probablement on les utilisera comme modèle pour refaire les parties de la structure de la cathédrale qui ont été démolies ou qui ont disparu. Allons justement voir ces pierres d'un peu plus près. Et pour cela, il faut grimper quelques marches, pousser quelques portes et se frayer un chemin dans un parcours parfois très étroit.
Voici les chimères, gardiennes de Notre-Dame, et les gargouilles qui servent de gouttière pour évacuer l'eau de pluie. Il est bientôt l'heure de se faufiler dans le clocher, mais avant cela, on vous propose un petit détour pour admirer la charpente. L'énorme charpente que vous voyez là au-dessus de nos têtes, en fait, c'est le beffroi, c'est-à-dire que c'est la structure en bois qui soutient les cloches de la cathédrale et donc qui absorbe les vibrations quand les cloches battent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque au niveau de la structure des tours, puisqu'en fait, toutes les forces de vibration sont absorbées par ce beffroi. Allez, on vous a assez fait languir. Rentrez le ventre et baissez la tête. La porte pour accéder au clocher est probablement la plus petite qui soit. Et c'est à se demander comment faisait Quasimodo pour passer. Après quelques dernières marches, nous voici face aux cloches de Notre-Dame. Ce sont 2 fois 4 cloches qui sonnent tous les quarts d'heure. Chacune porte le nom d'un saint de la religion catholique et est agrémentée d'un passage de l'Évangile. Aujourd'hui, tout est électronique, mais avant, les cloches étaient sonnées manuellement. On ne risque donc pas de croiser Quasimodo. Attention, c'est bientôt l'heure. Les vibrations sont si puissantes que le plancher tremble sous nos pieds et celui de la caméra. Et avant de redescendre, on en a pris plein les yeux en se disant que les sonneurs de cloches avaient quand même une sacrée belle vue. Touche à tout et mordu de design industriel, les designers du studio Briand et Berthereau nous invitent à découvrir le cœur de leur métier. Il y a parfois des rencontres qui sont inéluctables. Ce fut le cas de celle de Joran Briand et Arnaud Berthereau. Quelques années après leurs études respectives aux arts décoratifs et quelques expériences professionnelles, ils se rencontrent lors d'un projet architectural et ils ne se sont plus quittés depuis. Ça se passait bien, on peut le dire. Ah oui, ça se passait hyper bien. On est devenus inséparables. Voilà. Depuis 2007, ce vieux couple travaille ensemble et multiplie les projets, que ce soit pour du mobilier ou de la création d'espaces, comme cet endroit imaginé pour le Figaro. L'idée, c'était de travailler vraiment sur quelque chose de très graduable en termes d'ambiance. Donc voilà, très muséal, très froid, très haussmannien. Après, on rentre, on est au sous-sol, on a une ambiance un petit peu plus voilà, club. Et après, beaucoup plus chaleureuse pour les parties auditorium. Pour sélectionner les projets, Joran et Arnaud fonctionnent au coup de cœur. Il n'y a pas réellement de règles, du moment que le projet leur ressemble. Ce qui est le cas de la librairie ici, située boulevard Poissonnière. Plus grande librairie indépendante de Paris, les fondatrices Anne-Laure Vial et Delphine Bouettard ont fait le pari de créer un espace convivial qui soit bien plus qu'une simple librairie grâce au binôme Joran et Arnaud. Le cabinet a un regard plus jeune que nous et donc ça nous intéressait d'avoir un autre regard que le nôtre sur ce métier de libraire. On n'aurait évidemment pas réussi ça sans eux. Avant tout, ce qui nous intéressait, c'était qu'ils avaient une expérience on va dire réussie dans la conception de mobilier. Et que nous, notre outil de travail, c'est vraiment le mobilier. Et qu'on voulait avoir un regard neuf sur le mobilier des librairies. Un challenge qu'ils ont relevé avec plaisir. Ensemble, ils ont dû tout imaginer. C'est un très beau sujet parce qu'effectivement, il y avait vraiment tout à créer, autant l'identité. Donc il a fallu faire le logo, comment on réfléchit au logo par rapport à la façade qui est pensée pour ouvrir la librairie aux yeux des gens. Beaucoup de travail, mais avec une belle récompense à la clé. La plus belle récompense, c'est créer des lieux qui fonctionnent. Et donc là-dessus, on est hyper contents. Parmi tous ces projets, il y en a un peu plus abstrait et poétique. Tous les deux baroudeurs dans l'âme et férus de voyage, ils ont eu l'idée de développer un roadbook intitulé West is the best. Et si on ne va pas les contredire, on a besoin d'en savoir quand même un peu plus. Tous les 2 ans, en fait, on part à la rencontre de créatifs qui ont réussi à allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'avoir un lieu de travail soit en bord de mer, soit dans la montagne. On est parti en Californie, on a fait le tour de la France, là on a fait le tour du Mexique. Pour vraiment tirer des leçons en fait, de chaque culture, de ces gens justement qui arrivent à allier ces 2 styles de vie.
Des livres qui reflètent leur façon de voyager et le melting pot qui règne dans leur agence, qui regorge de trésors de voyage. On aime bien voir un peu l'agence comme une sorte de cabinet de curiosité, où on ramène toutes sortes d'objets, des couleurs qui nous inspirent, des matières. C'est ça qu'on aime bien, c'est ramener des objets qui revendiquent rien, qui sont là pour ce qu'ils sont, pour leurs usages ou pour leur facilité de matériaux. Ça devient une sorte un peu de mood board physique lié à nos rencontres et voyages. Et à force de voyager et de revenir les valises chargées de souvenirs, ils commencent à être un peu à l'étroit. Au gré de leur périple et légèrement influencés par ces rencontres, ils ont eu cette folle idée de devenir leurs propres cobayes. Heureux propriétaires d'un hangar en Bretagne au bord de l'eau, ils ont décidé de créer leur espace créatif. Je pense qu'avec Arnaud et moi, on avait besoin de plus d'espace pour travailler, pour laisser décanter les choses, parce qu'on pense que si on travaille dans un lieu qui est inspirant, c'est aussi un catalyseur créatif et c'est aussi un lieu qu'on veut faire partager. Tout ça, ça va nous ressembler et du coup c'est important pour nous d'être notre propre client et de le montrer. Et c'est sûrement un prétexte pour faire encore plus de voyages et ramener encore plus de trésors. Bonjour Joran, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez ensemble depuis 7 ans maintenant. C'était une évidence de fonctionner en binôme, c'était important. Ça s'est fait vraiment tout naturellement. C'est-à-dire qu'on a commencé à collaborer il y a 7 ans et on a établi un dialogue. Et puis je pense que ce dialogue c'est devenu une habitude et on a besoin de ce jeu de ping-pong entre nous deux pour pouvoir bien développer les projets. C'est vrai qu'on a un peu construit finalement aussi maintenant les projets de l'agence justement par ce répondant, par ce jeu de ping-pong. Et maintenant c'est évident pour nous de bosser comme ça. Alors vous travaillez sur des projets de l'infiniment petit, ça peut être une casquette, au très grand, comme par exemple Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? C'est marrant parce qu'on se pose souvent cette question à l'agence d'échelle. Il n'y a pas je pense, de recette. On a la même approche. C'est surtout une question de détail. Et qu'on soit à une échelle de celle de l'objet ou à celle de l'architecture, quelque part, on est dans la même précision. Mais on n'a pas une approche qui est différente selon l'objet ou selon... Non, moi je dirais même au contraire que c'est intéressant d'avoir différentes échelles parce que ça ouvre des possibilités ou de production ou on va dire de travail dans le temps et avec les entreprises qui n'est pas la même. On doit aborder, notamment votre génération doit aborder l'utilisation des matériaux recyclés, nouveaux, notamment par exemple pour cette ligne de mobilier outdoor que vous avez fait avec des pneus usagés. Vous y faites très attention? Il y a plusieurs aspects pour moi. Il y a un aspect recherche qui de toute façon est nécessaire dans nos boulots. Quels sont les matériaux de demain? Et puis effectivement, il y a un aspect éthique, à savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser qui soit le plus intelligent et le plus vertueux possible. On a eu cette réflexion aussi sur la fibre de jute. On a fait du mobilier en fibre de jute qui est donc censé remplacer la fibre de carbone et qui, une fois moulé, a les mêmes compétences, capacités techniques, mais est beaucoup moins polluant. C'est aussi une histoire d'un ami qui est Corentin Neuchâtel-Perron, qui est ingénieur, qui a mis en place ce nouveau matériau. Et il nous a demandé un peu de créer des objets un peu manifestes pour mettre en avant son savoir-faire. Donc ce qui était intéressant aussi dans cette approche-là, c'est qu'on n'était pas là simplement pour dessiner un bel objet, mais on était là aussi pour servir un peu une cause. Donc ça, c'est aussi très intéressant en tant que designer, qu'on est très en amont dans un projet et qu'on peut réfléchir ensemble à comment sublimer une innovation en termes de matériaux, quoi. Un beau projet, c'est aussi quand la forme correspond à l'usage. Pour nous, là, de toute façon, je pense que la réponse, elle est commune. Enfin, pour moi, c'est un peu l'essence du design, c'est que c'est vraiment tout se répond et de sorte que rien de ce qu'on fait n'est gratuit. Le dessin doit être lié à l'usage doit être lié aux matériaux et ainsi de suite. Tout doit se correspondre. Tout doit se répondre et se correspondre absolument. Je pense que là-dessus. Et votre approche, c'est une de vos signatures, une de vos caractéristiques est plutôt sobre, plutôt minimaliste. Oui, c'est vrai qu'on aime bien qualifier cette approche de frugale, c'est-à-dire qu'on essaie
d'aller à la simplicité, à la sobriété, et on aime bien cette petite phrase, essayer de faire le maximum avec le minimum. Et du coup, c'est aussi ce dialogue qu'on a avec Arnaud, qu'on est sur un projet. Je pense que cet échange permet aussi d'arriver à cette efficacité où on n'a plus rien à enlever, plus rien à ajouter à un objet. Et là, voilà, il est juste. Et grâce à ces échanges-là, on arrive à... En fait, il faut savoir s'arrêter. C'est ça, ouais. Attends. Oui. Attends. Mais parfois, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut être très rapide comme très long. Ouais, mais il y a aussi souvent cette vision du créateur qui ne peut pas s'arrêter. Et en fait, ce que disait Joran, c'est qu'à un moment où, quand on se confronte ensemble aux choses, clairement au dessin et au projet, à un moment, on se dit que ok, c'est la bonne solution. Mais c'est là aussi que c'est bien d'être à deux. Oui. Se dire, on est d'accord. Oui, il y a plein de fois où le projet il est bien comme ça. Il faut ouais, clairement. Mais effectivement, c'est bien d'être à deux pour ça. Et je pense qu'il y a des projets sur lesquels on avance mieux à deux, c'est sûr. Enfin, tous les projets. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Dans le repérage du jour, on a marché dans les pas de Le Corbusier et monté les marches de ses architectures visionnaires, sacré fada. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale sur les traces de Charles-Édouard Jeanneret. Cela ne vous dit rien? Et si on vous dit Le Corbusier, c'est mieux? Et oui, la véritable identité de l'architecte était Charles-Édouard Jeanneret. Et c'est ici qu'il a habité pendant plus de 30 ans, à la lisière du 16e arrondissement de Paris. Conçue entre 1931 et 1934, cette œuvre est à l'époque un véritable pari pour l'architecte. C'est le premier immeuble de rapport de l'histoire de l'architecture avec des façades entièrement vitrées. Donc même pour les gens qui achètent, les acquéreurs, c'est un peu un pari aussi de savoir s'ils vont accepter de vivre dans ces appartements qui sont extrêmement lumineux. À l'époque, l'agence demande même à Le Corbusier de trouver lui-même certains des acquéreurs de l'immeuble parce que voilà, c'est vraiment inédit. Et heureusement, Le Corbusier remplit facilement son immeuble. À l'époque, il se garde les 2 derniers étages. Pour lui, il aurait eu tort de s'en priver. D'un côté de l'appartement, il vit avec sa femme. De l'autre, il installe son atelier. Oui, parce que je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais plus jeune, Le Corbusier voulait être peintre. Souvent, Le Corbusier est connu avant tout comme un architecte, mais c'est en vérité un artiste polymorphe. Il fait de la peinture, de la photographie, de la sculpture, des émaux. Et ici, donc, nous sommes dans son atelier de pratique artistique, de son atelier de peinture, où il travaillait tous les matins, et c'est seulement l'après-midi qu'il se rendait dans son agence d'architecture rue de Sèvres. Donc même sa journée était dissociée en 2 parties pour ces 2 pratiques. Et il disait que sa pratique de peintre nourrissait sa manière de concevoir l'architecture. Allez, quittons l'appartement pour aller voir la Maison Laroche. Elle appartenait à un riche collectionneur, Raoul Laroche. En 1923, il passe commande à Le Corbusier. Il veut à la fois un endroit dans lequel il peut exposer toutes ses œuvres, un peu comme un musée, et aussi un espace pour lui, pour sa vie intime. Une drôle de demande qui plaît forcément à Le Corbusier. L'architecte imagine alors une maison aux formes géométriques très simples, et pour l'époque, ce n'est pas vraiment habituel. C'est la première fois avec cette maison qu'il imagine une promenade architecturale. En fait, si vous entrez dans cette maison, vous êtes obligé de la visiter pour comprendre comment elle est faite. Mais rassurez-vous, Le Corbusier a pensé à tout. C'est très instinctif, il suffit de suivre les perspectives. D'ailleurs, l'appartement atelier, la Maison Laroche et d'autres sont gérés par la Fondation Le Corbusier. Une fondation qu'il a lui-même créée avant sa mort, car il n'avait pas d'héritier et il ne voulait pas que l'on fasse n'importe quoi avec ses œuvres. En parlant d'œuvres, l'une des plus célèbres de l'architecte est sans doute celle de la Cité radieuse à Marseille. Pas besoin d'aller dans le sud pour la voir, il y a une reconstitution d'un appartement type à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. On est en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, dans une ville de Marseille qui a été sinistrée pendant la guerre. Elle a été particulièrement bombardée en 1944. Et c'est le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Raoul Dautry, qui passe commande directe à Le Corbusier d'un ensemble de logements collectifs.
À l'époque, il faut loger le plus de personnes possible sans prendre de place. Alors si on ne peut pas s'étaler, Le Corbusier décide de construire un village à la verticale. Quand on dit village, c'est vraiment un village. Il y a tout à l'intérieur. Pâtisserie, hôtel, restaurant ou encore piscine, l'architecte empile littéralement 337 appartements les uns sur les autres. La grande majorité sont des appartements en duplex. Ils sont très souvent donc traversants avec une double orientation est-ouest qui permet de suivre la course du soleil. Ce sont des appartements qui à l'époque sont un peu plus grands que les autres appartements construits durant cette période. Vous voyez qu'on a un espace de vie qui s'ouvre sur l'extérieur grâce à cette loggia et qui permet de faire entrer la lumière, de faire entrer la nature dans l'appartement. Ici, à Marseille, ailleurs, à Tokyo ou encore à New York, Le Corbusier aura bouleversé le monde de l'architecture et l'architecture du monde entier. Qu'il soit le support de vos pensées, le messager de vos secrets ou froissé dans une poche, le papier a encore plein d'autres aspects à nous dévoiler. Pour griffonner des mots doux, croquer un portrait, dévorer un thriller haletant ou imaginer des sculptures grandeur nature, le papier fait partie de notre quotidien. Comme chacun le sait, le papier vient des arbres. D'abord papyrus, puis parchemin, ce sont nos voisins les Chinois qui ont découvert l'utilité du papier telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour découvrir les secrets que renferme une feuille de papier, on vous emmène dans la campagne bourguignonne où le son de l'eau se mêle à des fibres végétales et des gestes précis pour se transformer en papier. D'abord artiste textile puis calligraphe, Sandrine Baudin était déjà une grande amatrice de papier avant de s'intéresser à la technique japonaise de fabrication. Quand j'ai rencontré la matière, quand j'ai mis les mains dedans, j'ai réalisé le champ des possibles qu'elle offrait. Et c'est vraiment ce rapport au vivant qui m'a passionnée. Et ça m'a permis aussi de questionner l'idée du support. La feuille, c'est plus juste une feuille de papier sur laquelle on va venir mettre quelque chose. C'est vraiment, ça devient le sujet, ça devient l'œuvre. C'est une matière qui invite à l'introspection et à la méditation. Pour créer du papier, il y a tout un rituel à respecter. Il faut d'abord préparer le kozo, cette fibre végétale japonaise qui vient du mûrier. Il faut le cuire, le laisser tremper, l'étuver et le laisser reposer pour arriver à cette pâte blanche. Indissociable de l'eau, il faut ensuite la plonger dans une eau très froide. L'eau est glacée. Puis la mélanger à une substance mucilagineuse pour qu'elle se dilue. La fibre est beaucoup plus réactive dans l'eau froide. Dès qu'il fait chaud, elle se ramollit, elle est moins agréable à travailler. Et voilà, les Japonais disent qu'on fait les plus belles feuilles de papier en hiver. Donc Commence alors un véritable ballet où le kozo se mêle à l'eau, orchestré par les mains délicates et déterminées de Sandrine. Le démarrage du travail, c'est là. C'est partout, c'est tous ces petits bruits, tous ces gestes. Voilà, il y a tout un... C'est comme une petite cérémonie pour moi. C'est une manière de saluer la matière. Une fois la matière saluée, il faut la battre. Voilà, donc là, je vais battre l'eau et la fibre pour qu'elles se mélangent, pour oxygéner aussi la matière et pour que les fibres se délitent bien dans le bac, en fait. Pendant quelques minutes, Sandrine bat ce qui ne ressemble plus à de l'eau mélangée à du kozo, mais à un nuage. Une fois qu'elle sent que son bac est prêt, Sandrine peut y plonger son cadre. La technique japonaise, elle consiste à fabriquer une feuille en plusieurs passages dans le bac. On met assez peu de matière et on va faire une espèce de squelette de la feuille. C'est-à-dire qu'on replonge dans le bac plusieurs fois en fait. Ici aussi, on est emporté par un va-et-vient rythmé par le bruit du clapotis de l'eau. Une fois les fibres capturées, il faudra les mettre sur une toile et laisser sécher la feuille au moins 24 heures avant de pouvoir la décoller.
Si Sandrine fabrique du papier qui lui sert de support d'écriture ou de dessin, elle fabrique aussi de réelles œuvres d'art en intervenant directement sur la feuille mouillée. Pour moi, il n'y a plus de limite en fait entre le support et l'œuvre. Ça a été vraiment la source d'émerveillement de la rencontre avec cette matière. Un contraste poétique que Sandrine apprivoise tout en harmonie. Et depuis 10 ans, elle crée de nouvelles pages à son histoire d'amour avec le papier. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, soyez chic toujours. Bye!